Point 6, c'est les juges. Les juges, vous savez, dans l'organisation classique, qui à mon avis pourrait encore être améliorée, mais dans l'organisation classique de Montesquieu, les juges étaient le troisième pouvoir. Et les trois pouvoirs, dans l'idée de Montesquieu, c'était de les trianguler pour qu'ils se surveillent mutuellement, de façon à ce qu'aucun n'abuse. Et donc il ne faudrait surtout pas qu'un acteur contrôle à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Pour Montesquieu, et puis avec du bon sens, on comprend que ce serait terrifiant pour les gouverner. Parce qu'on serait dans une situation de monarchie, en fait, avec quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Quand vous regardez notre président de la République, donc il y a donc le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter, donc le contrôle de la police, de l'armée, qui a le contrôle du législatif, puisque sa majorité présidentielle, c'est des larbins. Des larbins. Ces gens-là, les parlementaires dans le régime de la 5e, ces gens-là sont élus. Pour être élus, il faut qu'ils soient candidats. Pour être candidat soutenu par un parti, il faut qu'ils aient l'investiture du parti. Or, le président du parti qui donne les investitures, c'est le président de la République. Donc c'est le même bonhomme qui a dans ses mains l'exécutif et qui en même temps décide de l'investiture ou de la non-investiture à la candidature. Donc le droit à candidater, le droit à être candidat, donc à être réélu. Donc c'est lui qui décide, c'est le président qui décide de la survie politique des parlementaires, de la majorité des parlementaires. Un enfant comprend l'état de dépendance des parlementaires par rapport au président de la République. Donc ça, c'est une monarchie. On est déjà dans la confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. Parce que le Parlement est sous, au moins, on va dire, sous influence, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Il est sous influence du président de la République. Donc, en fait, la République, là, elle est déjà sous l'influence d'un parti, et beaucoup plus gravement d'un homme, du chef du parti. C'est totalement oligarchique, mais c'est dans le génome de l'élection. Hein. L'élection, elle va être gagnée que par des gens qui se groupent, donc par des partis, et les partis, mécaniquement, sont dominés par leur chef. 1911, hein, c'est un vieux livre, excellent, d'actualité, pose des problèmes qui restent d'une actualité brûlante. Les humains ont besoin de chefs, les humains ont une adoration, un besoin d'adorer, un besoin de vénérer, un besoin de suivre un chef. La plupart des gens ne sont pas des leaders. Ils aiment choisir un chef et le suivre. C'est très intéressant ce que dit ce gars-là. L'élection, à mon avis, dans son génome, elle porte la domination d'un chef, du parti victorieux. Et c'est ce qu'on voit dans la 5e, hein, complètement ce qu'on voit dans la 5e. Alors, je continue, je reviens à mes juges. Dans une organisation des pouvoirs équilibrés, où les pouvoirs sont séparés, il y a aussi les juges, donc qui sont le troisième pouvoir, et quand vous voyez que notre président de la République s'en prend aux juges frontalement, quand le chef de l'exécutif en France parle de supprimer les juges d'instruction, parle d'affaiblir les juges à tout propos, de les ruiner en fait, de leur donner aucun crédit, donc ils sont complètement débordés les juges, donc de les discréditer en disant regardez ça marche pas, c'est en retard, tout ça relève d'une politique, d'une stratégie, ils peuvent le nier, ils peuvent pousser des cris d'orfraie en nous traitant de populistes, ou de complotistes, ou de conspirationnistes, que sais-je, quelle autre bêtise. Les faits, c'est que les pouvoirs publics en France sont en train de ruiner la justice française, de la maltraiter, de lui donner pas assez d'argent pour qu'elle puisse pas faire son boulot, et finalement de rendre la justice incapable de nuire. De nuire à qui? De nuire à l'exécutif. Parce qu'on pourrait imaginer une justice qui soit capable de faire du mal à l'exécutif, de le surveiller, de le traquer, de le punir. Mais là, vous savez comment marche la 5e, vous savez que dans la 5e République, il y a un procureur de la République, qui est un subordonné du chef de l'État, un subordonné du ministre de la Justice, donc du président de la République. Donc il est aux ordres, c'est pas un juge. Le procureur de la République, c'est pas un juge, c'est un fonctionnaire. Et ce gars-là peut décider de l'opportunité des poursuites ou de la non-opportunité des poursuites. C'est dingue. Ce gars-là peut dire non, ça c'est pas la peine.
Et vous savez quand est-ce que sont appliqués les non-lieux? Donc les cas dans lesquels un procureur dit il n'y a pas opportunité de poursuite. Non, c'est pas la peine. Bah, c'est pratiquement tout le temps des politiciens ou des industriels, des notables. Quand des notables vont être punis, non-lieu. Ça sert à ça. C'est profondément injuste. C'est profondément injuste. C'est monarchique. C'est l'Ancien Régime. Bon, en tout cas, le troisième pouvoir que pourrait constituer la justice en France, c'est quand même... Bon, il y a des juges valeureux qui résistent, hein, il y a des Portelli, il y a des gens formidables qui résistent. Hein, dans la justice, il y a des pointures, hein, heureusement. Puis quand ils sont pas contents, ils s'expriment très très bien, ils savent le dire. Heureusement, bon, c'est pas fini, hein, la bagarre est pas finie. Mais bon, il y a un vrai danger de tyrannie hein, avec l'affaiblissement de la justice. Il faudrait qu'on ait une justice indépendante. Elle l'est pas en France. Et c'est ce qu'on nous renvoie dans les dents quand on proteste contre la dépendance. Je dis bien la dépendance, pas l'indépendance. La dépendance des juges européens envers les exécutifs qui les nomment. Parce que c'est ça qui est incroyable. Alors, quand on proteste contre ça, on nous dit « mais c'est pareil en France ». Bah oui, mais un excès en justifie pas un autre. C'est pas parce que c'est épouvantable en France qu'il faut qu'on l'institutionnalise au plus haut niveau du droit, et ça changera plus jamais en Union européenne. L'argument est spécieux. Alors, comment ça marche dans les institutions européennes ? Eh bien, les juges européens sont nommés pour 6 ans, ce qui est court, renouvelable. Renouvelable, ça veut dire non renouvelable. Ça veut dire que les juges européens dépendent pour leur carrière des exécutifs qui vont avoir à juger. Et ça marche, nulle part ça marche comme ça. Ça, c'est une justice qui n'en est pas une. Si les juges dépendent, ils vont pas être sévères. Ils vont pas être sévères envers les exécutifs pour qui dépendent de leur carrière. Alors, on me répond que comme ils sont plusieurs, c'est pas si facile d'avoir des juges dociles. C'est connerie. C'est pas sérieux. Si vous désignez des juges européistes, des juges eurolâtres, si vous désignez des juges qui sont mondialistes, des juges qui sont libéraux, des juges qui sont... Eh ben, vous n'aurez même pas besoin de leur donner la moindre consigne, effectivement. Ils seront libres, mais ils vont développer une idéologie qui est contraire à l'intérêt général. Et sans avoir besoin de les corrompre, de leur dire quoi faire. Mais parce que vous les avez nommés, et parce qu'ils dépendent pour leur carrière de ceux qui les ont nommés. Donc c'est extrêmement dangereux ce qui se passe au niveau des juges. D'ailleurs, les juges européens participent activement au rouleau compresseur ultralibéral de la Constitution européenne. Ils participent, ils en rajoutent au traité, dans leur interprétation. L'initiative, c'est un pouvoir essentiel en démocratie, totalement confisqué au peuple. Le peuple européen, les peuples européens n'ont aucune initiative en aucune manière. C'est simple, absolument aucune. Ni initiative pour désigner des candidats, ni initiative pour révoquer des candidats s'ils ne sont pas contents, ni initiative pour proposer des lois, ni initiative pour pour abroger des lois, révoquer des acteurs. Il n'y a aucune initiative. Il y a juste une bouffonnerie, une pantalonnade qui est le droit de pétition, qui n'a aucune force contraignante. Il faut qu'on soit des millions à vouloir demander pardon à la Commission, ou demander la permission à la Commission de, si elle veut bien, transmettre au Parlement un projet pour que le Parlement en discute. Bullshit, on se fout de nous. Ce truc n'a aucune valeur. Voilà, ça ne vaut rien, c'est du foutage de gueule intégral. De la même manière qu'en France, on nous a servi la même chose. Vous savez qu'on nous a... Ils ont changé la Constitution puisqu'ils l'écrivent eux-mêmes. C'est extravagant. Mais donc, ils écrivent eux-mêmes la Constitution et nos parlementaires français ont institué ce qu'ils appellent le référendum d'initiative populaire. Ils osent appeler ça référendum d'initiative populaire, alors que vous savez que l'initiative de ce référendum d'initiative populaire appartient aux députés. Je vous jure que c'est vrai. Le référendum d'initiative populaire, il s'appelle comme ça dans la Constitution française, est d'initiative parlementaire. Alors, initiative parlementaire, ensuite appuyée par 10% du corps électoral qui viennent soutenir le parti qui a... Et ils appellent ça d'initiative
populaire, citoyenne, c'est du foutage de gueule. En plus, ce référendum d'initiative populaire, soi-disant, qu'il y a dans la Constitution française, n'oblige nullement à un référendum. Si le gouvernement ne s'en saisit pas, si le Parlement, pardon, ne s'en saisit pas, il y aura un référendum. Mais il suffit que le Parlement s'en saisisse pour le mettre à la poubelle, il n'y a pas d'obligation de faire un référendum. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. C'est à vomir. Et puis il n'y a pas un journaliste pour le relever. Hein. Là, je ne parle plus d'institutions européennes. Hein. Mais c'est pareil pour les institutions européennes, parce que c'est du même foutage de gueule. C'est la même escroquerie absolue. Mais ce qui est incroyable, c'est la complicité des journalistes, parce que ces gens-là qui devraient être les journalistes, qui devraient être les sentinelles du peuple. C'est comme ça qu'on les appelait pendant la Révolution. Des gens qui devraient nous alerter, des gens qui devraient être des whistleblowers, des siffleurs souffleurs de sifflets, là, comme ça que les appellent les Américains, des donneurs d'alerte. Ces gens-là sont des chiens de garde de l'Empire, du système. Les journalistes qui nous parlent de l'arnaque absolue du référendum d'initiative populaire, quand Pujadas, je sais plus comment il s'appelle, il parle du référendum d'initiative populaire avec une espèce comme de fierté d'avoir un État démocratique. C'est ridicule. Son rôle à lui, ça devrait être de protester, tempêter et nous appeler, nous alerter, faire venir des résistants pour exprimer les inquiétudes des gens ou la colère des gens devant cette imposture, cette escroquerie. Pas du tout. Ces gens-là sont misérables. Hein. C'est pas des journalistes du tout. Ils prennent la place de journalistes, ils sont à la place de journalistes, ils sont à la place que devraient occuper des journalistes, mais ils ne sont pas journalistes. Ce sont eux aussi des prostituées, comme les économistes. Les bons journalistes, ils sont indépendants. D'ailleurs, sur Internet, il y a énormément de lutteurs absolument autonomes, bénévoles, qui passent leur vie à comprendre comment on se fait avoir et qui nous alertent, et c'est eux les journalistes. Et puis dès qu'ils sont payés, c'est pas instantané, mais pratiquement. Dans les institutions européennes, le pouvoir législatif est détenu par des non-élus. Et nos élus n'ont pas de pouvoir, et ceux qui ont du pouvoir, ce sont des non-élus. Il y a des tas d'organismes dans les institutions européennes qui produisent des normes obligatoires. La Banque centrale, par exemple, produit des normes obligatoires. En totale indépendance, aucun contre-pouvoir, production de normes obligatoires. Les conseils, la conférence intergouvernementale, enfin il y a plusieurs organes, et puis bien sûr le Conseil des ministres, qui produisent des normes exactement comme des lois. C'est des lois, vraiment c'est de l'escroquerie de dire que c'est pas des lois, et sans Parlement. L'avant-dernier point est celui de la résistance aux abus de pouvoir. Il me semble que les citoyens devraient savoir qu'une constitution, à quoi ça sert? Ils devraient savoir qu'une constitution, c'est pas un moyen d'organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. La constitution, c'est un moyen d'affaiblir les pouvoirs. Les pouvoirs sont dangereux, les humains le savent depuis des milliers d'années. Il est question de chercher comment protéger le plus grand nombre des humains contre les abus de pouvoir. Voilà à quoi sert une constitution. Une constitution, c'est comme un contrat, mais attention, pas un contrat qui serait passé entre le gouvernement et les gouvernants et les gouvernés, parce que ça supposerait que les gouvernants préexistent à la constitution, ce qui n'est pas le cas. La constitution, c'est un contrat passé entre les gouvernés et les gouvernés, pour établir ensuite des gouvernants, mais sous contrôle. Il est donc essentiel et c'est mon dernier point, que ceux qui écrivent la Constitution soient désintéressés, ne soient pas ceux qui vont être affaiblis par la Constitution, sinon ils vont tricher. Si vous laissez les parlementaires écrire la Constitution, ils ne vont pas prévoir de vrais contrôles, ils ne vont pas prévoir de vraies sanctions, ils vont prévoir des contrôles factices. Donc, l'avant-dernier point qu'il faut souligner sur les institutions européennes, c'est qu'elles ne prévoient aucun moyen de résister. Chercher, pour moi j'ai passé des milliers d'heures là-dessus, chercher dans les institutions un moyen pour nous, simples citoyens, comme le feraient les Suisses, puisque les Suisses, vous savez qu'un citoyen suisse peut se lever en appelant les autres à voter un référendum pour abroger une loi, pour imposer une loi, pour même changer la Constitution.
ils ont gardé l'initiative, les Suisses. Est-ce qu'il y a l'embryon de ça dans les institutions européennes? Rien. Il n'y a rien. Voilà. Dans les institutions européennes, il n'y a aucun moyen de résister aux abus de pouvoir. Repassez-vous cette phrase, s'il vous plaît, dans la tête, parce que c'est extrêmement important. Dans les institutions européennes, vous n'avez plus aucun moyen de résister aux abus de pouvoir. C'est dramatique. Tant qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, on s'en aperçoit pas. Et puis quand les abus de pouvoir commencent, quand ils commencent à vous détruire la retraite, quand ils commencent à détruire la Sécu, quand ils commencent à détruire tous les services publics de santé, de transport, d'énergie les uns après les autres, c'est trop tard. Je vous dis, il n'y a pas de moyen de résister. On est dans un piège politique, les institutions européennes sont un piège politique, voulu par... Ah oui, tiens, on pourrait se rappeler de ça. Voulu par qui? Ah ouais, voulu par des multinationales. Tiens, ouais. Et les multinationales, est-ce qu'il faut confondre leur intérêt avec l'intérêt général? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas tout à fait le même. Et alors, voulu par donc les institutions européennes qui nous privent de tout moyen de résister. Ah ouais, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Quand Hitler et Mussolini supprimaient les syndicats, supprimaient les moyens pour les gueux de résister un peu à l'oppression des riches. Ah ouais, qu'est-ce qui finançait Hitler et Mussolini? Ah bah c'était aussi des cartels, des multinationales, des banques. Ah ouais, ça a un air de famille quand même. Hein. C'est plus malin, c'est moins voyant, c'est moins brutal. C'est brutal quand même. Je ne vois pas d'argument pour rester dans les institutions européennes. Dans le débat qu'il y avait en 2005 pour le oui ou pour le non, là, les tenants du oui n'avaient que des belles promesses vides d'arguments, vides de preuves, en nous disant l'Europe c'est la paix. Mais c'est pas vrai. L'Europe, ça n'a pas empêché qu'on aille bombarder les Serbes. Les Serbes, nos alliés de toujours, pays, avaient bombardé les populations civiles en Europe. La paix. Vous êtes sûr que ça va garantir la paix? Alors que l'Europe organise, institutionnalise la guerre économique. Mais attends, la guerre économique, c'est une vraie guerre, une guerre épouvantable, hein, qui fait des malheureux partout. Bon, c'est pas des bombes au phosphore. Mais c'est des millions de personnes au chômage, dans la misère noire. Le dernier point, qui ouvre sur une solution en fait. Hein. Le dernier point, c'est je n'ai pas parlé de la révision, de l'impossibilité de réviser les textes. C'est un des points... j'ai dû passer dessus sans... Oui, voilà, c'est l'avant-dernier point, c'est celui-là, c'est les révisions. Il faut comprendre, je serai rapide là-dessus, que les institutions européennes ne peuvent être modifiées qu'à une triple unanimité. À 27, c'est insurmontable. Voilà, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ouais, je pense que ça n'arrivera pas. Et sans référendum. C'est-à-dire qu'en fait, en signant pour des institutions, même par référendum, en imaginant qu'on ait dit oui, en signant par référendum des institutions dans lesquelles on peut les changer ensuite sans référendum, on fait exactement un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'on dit, ok, allez-y, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les changer. Maintenant, on a voté ce que vous nous avez donné à signer, et puis ensuite, vous allez pouvoir changer ce que vous voulez sans référendum. C'est exactement un chèque en blanc. Un chèque en blanc a des crapules. Donc c'est complètement fou. Et puis même quand on dit non, ils le font quand même. On est dans les mains de crapules. Source de tout ça, c'est la même cause que dans nos institutions. C'est le processus constituant. C'est-à-dire que c'est l'origine. Moi, je remonte à la racine, je cherche la cause des causes. Et la cause des causes sur le traité de l'Union européenne, c'est qui a écrit ces maudites règles. Qui a écrit ces maudites règles? À chaque fois, dans les institutions françaises comme les institutions européennes, à chaque fois, ceux qui écrivent les règles n'auraient pas dû les écrire. C'est pas à eux d'écrire les règles. C'est pas aux hommes de parti. C'est pas aux hommes au pouvoir. Et c'est pas à ceux qui aspirent au pouvoir. Donc c'est même pas aux hommes de parti et même des petits partis. C'est pas aux hommes de parti d'écrire les règles du pouvoir, d'écrire la Constitution. Ces gens-là sont juges et partis. Ils écrivent des règles pour eux-mêmes.
quand vous êtes dans un parti, vous n'êtes pas encore élu, mais vous vous projetez dans l'avenir. Un humain, ça se projette dans l'avenir. Il sait qu'un jour, il sera élu. Et donc, quand il écrit des articles de constitution, il ne va pas écrire ce qui va vous protéger. Il ne va pas faire ça. Il ne le fera jamais. Je ne lui en veux même pas. C'est humain. Pourquoi est-ce qu'il irait écrire le respect du vote blanc qui permet de le foutre dehors quand on n'est pas content, quand on veut plus de lui? Pourquoi il irait écrire le référendum d'initiative citoyenne qui permet de le révoquer quand on n'est pas content, ou qui permet de contredire ses lois quand on les trouve mauvaises, ou qui nous permet de lui imposer des lois quand nous on les trouve bonnes et lui les trouve mauvaises? Pourquoi il va prévoir ça? Il prévoira jamais le référendum d'initiative citoyenne. Ça va contre son intérêt personnel. Mais qu'est-ce qui compte, son intérêt personnel ou l'intérêt général? C'est pas à lui d'écrire la Constitution. Jamais un parlementaire n'ira écrire les mandats courts et non renouvelables, la rotation des charges. Jamais un parlementaire n'ira prévoir dans la Constitution qu'il y ait une chambre tirée au sort pour qu'elle nous ressemble, une chambre d'1 millier de personnes dont le mandat serait très court, tout le temps renouvelable, et qui, parce qu'elle est nombreuse et tirée au sort, nous ressemblerait. Il y aurait des pauvres, des riches, à proportion à peu près égale à ce qu'il y a dans la population. Il y aurait des blancs, des noirs, des femmes. Il y aurait des femmes, plein de femmes. Il y en aurait, au tirage au sort, il y en aurait la moitié. Il y aurait des gens qui nous ressemblent. Il y aurait des tas de salariés, d'employés, comme la majorité des gens, dans une assemblée tirée au sort. Mais le parlementaire, jamais il prévoira qu'il y ait au moins une des chambres tirées au sort, et il faudrait qu'il y ait les deux, une chambre élue, une chambre tirée au sort, il faudrait qu'il y ait les deux pour qu'une loi passe. Jamais un parlementaire fera ça. C'est pas à lui d'écrire la Constitution. Si c'est lui qui écrit la Constitution, un parlementaire ou un ministre ou un juge ou un homme de parti, c'est tout ça, c'est pareil. Si c'est eux qui écrivent la Constitution, ils ont un intérêt personnel contraire à la démocratie. Tout ce qui est démocratique va contre leur intérêt personnel. Donc ils ne l'écriront jamais. Jamais, moi je vous dis, bon je me trompe peut-être, mais c'est logique, jamais une assemblée constituante élue, parmi les candidats imposés par les partis, jamais une telle assemblée n'écrira une démocratie.